Bienvenue dans Arcadia pour cette conférence qui s'inscrit dans notre cycle sur la transition énergétique. Nous accueillons Jean-Baptiste Fressot, qui est historien des sciences, des technologies et de l'environnement. Il est également chercheur au CNRS. Il a notamment écrit le livre L'Apocalypse joyeuse et coécrit l'événement Anthropocène. Et Jean-Baptiste, tu vas nous parler des questions de transition énergétique. Je te laisse la parole. Merci Julien. Je voulais commencer par une petite vidéo pour nous mettre tout de suite dans l'ambiance de ce dont je veux vous parler. Alors, j'imagine que Areva sera surpris de voir qu'ils ont de la pub gratuite sur le média. Non, plus sérieusement, cette publicité est hyper intéressante pour tout plein de raisons, mais il y a une raison fondamentale, c'est qu'elle reflète assez bien notre perception commune de l'histoire de l'énergie. Il y a une chose qui est fondamentale dans cette publicité, c'est qu'on a une histoire de l'énergie qui est fondée sur des transitions énergétiques. On passe d'un système énergétique à un autre. On le voit bien. Alors, sous l'Antiquité, si je me souviens bien, c'est de la voile, donc de l'éolien. Ensuite, au Moyen-Âge, on passe à l'énergie hydraulique. La révolution industrielle, bien entendu, en Angleterre avec le charbon. Le pétrole aux États-Unis avec un cinéma en plein air. Et puis, on arrive au temps béni actuel, parce qu'il y a un passage où le ciel est très gris, plombé par la pollution quand c'est l'Angleterre. Et puis, on arrive ensuite au moment contemporain qui se passe, on peut imaginer dans un Rio de Janeiro mythifié, où on fait la fête principalement. Et puis, on a de l'énergie. Alors, on a un mix éolien, solaire et puis évidemment nucléaire, puisque c'est une publicité pour Areva qui, soit dit en passant, a été faite en 2011 au moment où Areva va mal après Fukushima. Bon. Alors, d'où cette nécessité de se réinscrire dans une sorte de grande histoire du progrès et d'inscrire l'histoire de l'énergie dans une histoire de progrès. Donc, cette histoire de l'énergie fondée sur la notion de transition, c'est un petit peu ça que je voudrais discuter et remettre en cause à travers une histoire un peu plus charpentée de notre passé énergétique. S'il y a une chose que l'histoire nous apprend, que l'histoire de l'énergie nous apprend, c'est qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique dans le passé. Donc ça, c'est vraiment, je crois, la plus mauvaise nouvelle, finalement, qu'on puisse retenir de l'histoire de l'énergie, c'est que cette transition énergétique dont on se gargarise, qu'on souhaite faire advenir, qu'il faut faire advenir de manière urgente pour des raisons essentiellement climatiques, ça n'a pas de précédent. Le point fondamental, c'est que contrairement à ce que nous raconte Areva, on ne passe pas d'un système énergétique à un autre. Dit autrement, on ne passe pas, par exemple, du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du pétrole à autre chose qui serait nucléaire, éolien, solaire, renouvelable, etc. On a fait, dans le passé, que additionner des sources d'énergie les unes sur les autres. Donc très bien, merci Julien pour le slide. C'est exactement ce que montre ce slide-là. Vous avez donc les émissions de CO2 de différentes sources énergétiques. Et on voit par exemple que les émissions de CO2 du charbon n'ont jamais été aussi élevées que maintenant. Donc on ne passe pas d'un mix énergétique bois, puis charbon, puis pétrole. On passe d'un mix énergétique bois, puis bois-charbon, puis bois-charbon-pétrole. Et en ce moment, les renouvelables, ça ne fait que rajouter une petite couche d'énergie primaire supplémentaire sur un mix énergétique qui reste fondamentalement carboné.
Le point important qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a une vision beaucoup trop, phasiste de l'histoire des techniques, comme si on passait d'une technique à une autre. En fait, si on regarde très concrètement ce que c'est que l'histoire des techniques, on voit que l'histoire des techniques est fondamentalement cumulative. On additionne des strates technologiques les unes sur les autres, et ça vaut éminemment pour les technologies énergétiques, puisque donc on n'a jamais brûlé autant de charbon et de pétrole que maintenant, que le mix énergétique est à 85%, repose à 85% sur des fossiles, sur le charbon et sur le pétrole, donc sur des technologies du 19e et du 20e siècle. Le pic du charbon, c'est pas évidemment le 19e siècle, c'est même pas les années 50, c'est peut-être maintenant, mais on n'en sait rien en fait. On n'en sait strictement rien. L'idée qu'on va maintenant sortir du charbon pour l'électricité, c'est quelque chose qui est évidemment voulu, souhaité, mis sur le papier, par exemple par la COP21, mais de fait, on est absolument incapable de savoir ce qui va se passer en Inde, au Pakistan, en Afrique avec le développement économique. C'est pas du tout impossible que les émissions liées à la combustion de charbon augmentent. Je vais simplement vous donner un exemple qui me semble très parlant. C'est une mine qui a fait beaucoup parler d'elle en Australie, la mine de Carmichael. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette mine. Elle a fait beaucoup parler d'elle parce que pour récupérer le charbon qui est extrait de cette mine, il va falloir percer la grande barrière de corail, ce qui évidemment fait bondir tous les environnementalistes et même au-delà. Mais à vrai dire, le point fondamental, c'est pas tant de faire un trou dans cette barrière de corail, c'est que une seule mine en Australie doit extraire, quand elle sera en activité, 60 millions de tonnes de charbon. Alors 60 millions de tonnes de charbon ça n'a aucune idée de ce que ça représente. Pour avoir un ordre de grandeur, je trouve qu'il y a un exemple qui est très parlant, c'est que le pic du charbon en Angleterre en 1911, au moment où on extrait le plus de charbon en Angleterre, c'est 200 millions de tonnes. Dans toute l'Angleterre, tout le Royaume-Uni, je devrais dire. Et donc avec une seule mine, en Australie, où il y aura quelques centaines d'employés, on va extraire autant de charbon qu'en Angleterre au début du XXe siècle, où il y avait près d'1 million de mineurs qui extrayaient du charbon. Donc on a vraiment encore des masses considérables de charbon, évidemment, en réserve. Le charbon est encore très abondamment utilisé pour produire de l'électricité en particulier, donc il n'y a aucune raison d'imaginer une transition rapide. La Chine, qui a évidemment été la raison principale de l'augmentation du charbon ces 30 dernières années. La Chine entend arriver à son maximum d'émissions de CO2 en 2030. Alors ça pose tout plein de problèmes parce qu'en fait, quand on regarde en gros, au niveau national, le gouvernement chinois s'engage à tout plein de choses importantes quand il s'agit de faire des conférences internationales. Et puis après, au niveau des provinces chinoises, le gouvernement central donne des objectifs très ambitieux en termes de chômage, de croissance économique à chacune des provinces. Et une des meilleures façons de remplir ces objectifs-là pour les gouverneurs de province, c'est de faire du bâtiment. Il y a un truc qui marche bien pour employer la population, c'est de construire des infrastructures, encore plus d'infrastructures. Et le ciment et le bâtiment est prodigieusement consommateur d'énergie et émetteur de CO2 et d'énergie souvent issue du charbon. Donc là, on a un problème vraiment manifeste qui est d'une part la stabilisation politique et sociale de la Chine et d'autre part les émissions de CO2. Et puis si les entreprises chinoises spécialisées dans la production d'électricité à base de charbon, qui font des centrales électriques au charbon, décident effectivement de réduire la voilure en Chine, tous ces capitaux qui ont été investis dans des savoir-faire, dans des technologies, ensuite il faut les utiliser. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? On a des tonnes de projets qui sont maintenant en train d'être étudiés au Pakistan, en Éthiopie, en Afrique en général. Donc on n'a vraiment aucune raison de croire qu'on va aboutir très rapidement au pic du charbon. Alors je ne vais même pas vous parler du pétrole, évidemment, puisque le pétrole, même si il y a des moments où on pense atteindre un plateau en termes de consommation et d'extraction de pétrole, de fait, on sait qu'il y a des réserves encore considérables, en particulier au nord de la Sibérie. Je vous conseille un livre de Jean-Michel Valentin qui s'appelle Géopolitique d'une planète déréglée, qui écrit des pages absolument fascinantes sur ce qui est en train de se passer dans le Grand Nord sibérien, avec des investissements absolument gigantesques, en particulier provenant de la Chine, pour développer d'immenses plateformes pétrolières dans le Grand Nord, au nord de la Russie. Un autre exemple qui me semble assez frappant du fait qu'on est en train de vivre encore finalement un développement qui fondamentalement repose sur le fossile, c'est que l'été dernier, donc en août 2017, un événement absolument crucial dans l'histoire de la globalisation a eu lieu,
c'est la première fois qu'un bateau commercial passe par la route du Nord, en fait, par le nord de la Sibérie pour rejoindre l'Asie, de l'Europe à l'Asie, sans passer par le canal de Suez, mais passant par le Grand Nord. Et c'est évidemment dû au réchauffement climatique, que cette route est exploitable sans brise-glace. Ce bateau s'appelait... Vous savez comment il s'appelait? Santa Maria, non, le Christophe de Margerie. Alors, Christophe de Margerie, l'ancien PDG de Total qui est mort dans un crash aérien en Russie. Pourquoi? Parce que c'est un navire méthanier, donc un navire qui transporte des millions de mètres cubes de méthane sous forme liquide et qui, en fait, va permettre le développement économique sans doute majeur du nord de la Russie. Donc, c'est quelques exemples d'additions énergétiques récentes en termes d'énergie fossile. Alors, ça montre premièrement qu'évidemment, on n'est pas du tout sorti des fossiles, que depuis, en gros, 30 ans qu'on parle de changement climatique et de transition énergétique, le mix énergétique au niveau global, en gros, on était à 88% de fossiles dans les années 80, on est à 87% maintenant. C'est-à-dire que c'est parfaitement stable. Et puis, deuxièmement, je trouve que ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que dans ces affaires de changement climatique et de transition énergétique, il faut bien voir qu'il n'y a pas une planète, il n'y a pas une humanité communément responsable et communément impactée par ce changement climatique, mais on a très profondément vraiment des inégalités, des gagnants et des perdants. Et la Russie fait partie évidemment des gagnants du changement climatique, puisque ce changement climatique lui permet de mettre en valeur de prodigieuses ressources naturelles qui font que d'ailleurs aggraver le problème. Donc ces exemples montrent bien qu'on est encore finalement à plein dans les énergies fossiles, et surtout il ne faut pas espérer que le pic du pétrole nous sauve de l'affaire. C'est-à-dire il y aurait un discours qui vient souvent des décroissants, qui est de dire, bon, dans tous les cas, on va aboutir à des limites naturelles. On n'a pas assez de pétrole pour continuer le développement économique tel qu'on le connaît. C'est sans doute vrai à long terme, mais à moyen terme, qui est celui qui nous intéresse pour les affaires de changement climatique, c'est faux. On se rend compte qu'il y a encore tout plein de cochonneries à brûler et qu'on a des réserves prouvées absolument considérables de pétrole qui restent sous nos pieds. Un chiffre, oui. Vas-y. Non, Julien, vas-y. Non, je me demandais s'il y avait eu des exemples quand même de moments où il y a eu une bascule énergétique majeure, oui. Et qui sont des exemples peut-être surprenants. Oui, tout à fait. Je finis sur ce point, mais en gros, pour pas dépasser 2 degrés les fameux 2 degrés en 2100, les plus de degrés en 2100, il faudrait laisser sous nos pieds les 3/4 des réserves prouvées de pétrole, de gaz, de charbon. Donc, si vous voulez, le problème fondamental, c'est pas un problème qu'on n'a pas assez d'énergie, pas assez de ressources fossiles, et que ça va aboutir au pic. Ça, c'était vraiment la grande crainte des écologistes dans les années 70. On se rend compte qu'avec la question du changement climatique, finalement, le mur climatique arrive beaucoup plus tôt que le mur de la ressource. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique, et effectivement, Julien a bien raison de souligner le fait qu'il y a eu dans l'histoire des transitions énergétiques brutales et rapides, mais malheureusement, c'est pas beau à voir. Si on veut prendre des exemples concrets, le moment de très forte décrue d'émissions de CO2, c'est des moments de crise économique majeure. La crise de 29, c'est un moment où, au niveau global, les émissions de CO2 baissent très fortement. La Seconde Guerre mondiale, pour les pays vaincus, par exemple l'Allemagne, en 1945 concrètement, elle fait une magnifique transition énergétique. Mais bon. Et on a 2 exemples plus récents qui sont plus intéressants. C'est le cas de Cuba et de la Corée du Nord. 2 pays très différents. Sous régime communiste, mais très différents quand même, qui se retrouvent confrontés à la même difficulté, à savoir qu'en 1992, ils sont privés d'un pétrole très bon marché que l'Union soviétique leur fournissait pour s'assurer évidemment de leur influence géopolitique. Et ces 2 pays font des choix très différents. Alors, le cas le plus dramatique, c'est le cas de la Corée du Nord, puisqu'elle avait une agriculture très intensive en intrants, en engrais, en pesticides qui sont très énergivores. Et puis, ils ont fait le choix, le gouvernement nord-coréen a fait le choix d'approvisionner son système militaro-industriel en énergie. Et ça a produit un désastre, une famine considérable. On ne sait pas exactement combien de personnes sont mortes, mais on estime que c'est entre 5 et 10% de la population nord-coréenne qui y est passée en une dizaine d'années. Donc vraiment une véritable catastrophe démographique. L'autre exemple est un peu plus rassérénant, mais pas non plus très rassurant, c'est l'exemple de Cuba. Cuba, donc, même problème. Ils profitaient d'un pétrole bon marché venant du non-soviétique. Et en 1992, ils sont rentrés dans ce qu'on appelle la période spéciale.
donc une période de crise économique profonde, de véritable souffrance aussi pour les Cubains. On estime que les Cubains, du fait de ce changement économique majeur, d'être privés de pétrole, bon marché, enfin en tout cas avoir beaucoup moins de pétrole, ont perdu en moyenne 5 kilos par individu, donc ça se voit dans le corps des Cubains. Alors les émissions de CO2 ont baissé, si je me souviens bien, de 60%, donc c'est pas mal, mais c'est moins que ce qu'il faudrait faire. Nous, pour ne pas dépasser les 2 degrés en 2100, il faudrait réduire de 80% de nos émissions de CO2 dans les pays riches en général, en France en particulier. Donc c'est vraiment quelque chose de massif qu'il faut faire. Donc à Cuba, on a fait moins, on a beaucoup maigri. Il y avait un aspect positif, c'est que les maladies cardiovasculaires ont fortement baissé. Il y a tout plein d'épidémiologistes qui étudient le cas de Cuba pour voir ce que ça fait concrètement une transition énergétique en termes de santé publique. Parce que les Cubains ont beaucoup plus marché, fait du vélo. Enfin, ils ont dû profondément transformer leur économie. Donc cette période spéciale, elle s'est clôt à partir du moment où Cuba a reçu le soutien du Venezuela et un pétrole bon marché, très mal raffiné d'ailleurs, ce qui a posé tout un problème environnemental, problèmes environnementaux, pardon. Et donc, disons qu'ils sont sortis de cette période spéciale à la fin début des années 2000. Donc, vraiment se méfier de ce concept de transition énergétique. C'est un peu ça le sens de cette introduction, d'accord ? C'est-à-dire ce concept très unanimiste, je veux dire, qui est contre une transition écologique ? Le ministère actuel s'appelle le ministère de la transition écologique et solidaire. Tout le monde est pour, c'est très très gentil, c'est un côté un peu bisounours, mais il faut bien voir concrètement ce que ça veut dire une vraie transition énergétique. Il faut bien voir que ce qu'on espère de nos vœux arriver n'a jamais eu lieu dans l'histoire. On ne peut pas se référer à un exemple du passé pour dire voilà, c'est ça qu'il faudrait faire, et que c'est quelque chose de très très profond. Alors pourquoi il faut aussi se méfier de ce mot de transition énergétique? Ça, c'est un point un peu plus spécifique, c'est de voir d'où vient cette expression. En tant qu'historien, moi j'aime bien voir d'où proviennent les concepts qui sont dans l'air et qui circulent et qui semblent soudain emporter l'adhésion générale. Alors, les premières occurrences de l'expression transition énergétique, c'est en anglais, donc Energy Transition, c'est en anglais, c'est dans les années 70, en 73 exactement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça remplace un autre mot, une autre expression qui est beaucoup plus problématique, qui était celle de crise énergétique. Energy crisis, ou alors de gap énergétique, energy gap. C'était deux mots qui étaient très employés dans les années après 72-73, après le choc pétrolier, et puis la réalisation que les États-Unis avaient passé leur pic de pétrole conventionnel. Faut se remettre un peu dans ces années-là, donc de 73-74, sous la présidence Jimmy Carter, où il y a une véritable angoisse liée à l'approvisionnement énergétique des États-Unis. Jimmy Carter, donc le président des États-Unis, fait plusieurs discours à la nation, vous savez, ces grands discours solennels à la Maison-Blanche, sur le thème de la transition énergétique. Si je me souviens bien, il y a un discours très célèbre qui s'appelle le discours du malaise, de malaise speech, un discours hyper déprimant, très surprenant de voir que le président américain vraiment fait un discours autant tue l'amour, je crois que c'est en 1973, où il explique que voilà, on ne peut pas continuer comme ça, que l'identité américaine a été complètement pervertie par le consumérisme, que maintenant les Américains sont définis par ce qu'ils possèdent et non plus par ce qu'ils sont et par des valeurs chrétiennes et puritaines de travail, etc. Donc un discours vraiment qui fait très culpabilisateur vis-à-vis des Américains. Il explique que les Américains devront sans doute abandonner la voiture individuelle, reprendre l'autobus et le transport collectif. Donc un discours très très pessimiste sur le devenir économique. Donc on est vraiment dans une ambiance quasiment, pas apocalyptique, ce serait trop fort, mais en tout cas vraiment assez déprimée, on va dire, aux États-Unis. Et ce discours de la transition énergétique émerge au départ contre cette crainte, contre cette peur, contre cette très forte anxiété qui est liée vraiment à une carence énergétique. Et le discours de la transition énergétique, c'est de dire on a des solutions. Ne vous faites pas de soucis, il y a des solutions technologiques, des solutions économiques, on va gérer ça. C'est pour rendre finalement gérable et transformer ce problème de la crise énergétique, qui est un problème existentiel pour les économies développées, en un simple problème de management du développement économique, quoi, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au début, la transition énergétique, donc dans les premiers textes qui sont d'ailleurs issus du ministère de l'énergie américain, de la commission trilatérale, c'est une organisation qui regroupe l'Europe occidentale, les États-Unis et le Japon, le secrétariat suédois sur le futur, qui sont très forts dans ces aspects prospection de long terme. Et donc ces institutions qui sont tout sauf écolos, qui sont plutôt des fers de lance, si vous voulez, de l'Occident développé et industriel qui cherche à bien gérer les ressources du globe, ces institutions-là expliquent que la transition énergétique, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord le nucléaire,
fondamentalement, c'est vraiment faire énormément d'investissements dans le nucléaire. À ce moment-là, il y a des rapports à la Commission européenne qui expliquent que la transition énergétique en Europe, c'est vraiment faire un basculement vers l'énergie nucléaire qui permettra de redonner une souveraineté énergétique à l'Europe, à la communauté européenne. C'est le pétrole de schiste, pétrole et gaz de schiste déjà, et c'est un truc encore pire que ça, c'est la transformation du charbon en pétrole. Donc la liquéfaction du charbon, qui est sans doute la technologie la plus épouvantable en termes de CO2 qu'on puisse imaginer, ça consiste à prendre du charbon et à le transformer avec énormément d'énergie issue du charbon en quelque chose de liquide, en carburant liquide. C'est une technologie qui avait été développée par l'Allemagne nazie, puisqu'elle avait peur d'être coupée d'approvisionnement en pétrole. Donc c'était une technologie autarcique de guerre qui se justifiait dans ce contexte-là, qui pouvait avoir un sens dans ce contexte-là, mais qui évidemment n'a absolument aucun sens dans les années 70 en Europe occidentale ou aux États-Unis. Bon. Donc voilà ce que c'est que la transition énergétique. D'ailleurs, en fait, le fait que ça soit le nucléaire, je n'ai pas la preuve, mais c'est que energy transition, ça veut dire quelque chose en physique nucléaire. C'est un électron qui passe d'un état à un autre autour d'un atome. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais c'est d'abord un mot de physique nucléaire. Donc il n'est pas du tout impossible que ce soit des ingénieurs pro-nucléaires, des ingénieurs de la physique de l'atome, qui introduit finalement dans le discours courant et dans notre manière de penser les choses, ce terme de transition énergétique, qui, une fois encore, est extrêmement problématique parce que historiquement, ça renvoie à rien. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que l'histoire que je voulais vous raconter est absolument archi-déprimante et que c'est sans espoir ? Alors, c'est possible que ça soit ça la morale finale, je ne sais pas. Je ne suis pas, à vrai dire, sûr de moi sur la morale de cette histoire de l'énergie. Il y a un aspect qui me semble important quand même, c'est de rappeler à quel point l'histoire n'était pas déterminée d'avance. Cette histoire d'addition énergétique que vous avez là, c'était pas donné d'avance. C'était pas évident que ce serait ça, à mon avis, le destin technologique de l'humanité. Et on en a tout plein d'indices. Je dirais que le premier argument, qui est sans doute le plus important, c'est qu'il y avait d'autres voies technologiques possibles. Il y avait des alternatives technologiques. En particulier, il y a un très long passé des énergies renouvelables. Et les historiens ont eu tendance à raconter une histoire de la révolution industrielle qui s'est faite sur le charbon, si vous voulez, et c'est en fait une histoire très problématique. Et de plus en plus, les historiens sont en train de se rendre compte que très loin dans le 19e siècle, et même encore au début du 20e siècle, les énergies renouvelables sont premières. C'est la source énergétique principale. Je vais vous donner quelques exemples, en commençant par des choses assez anecdotiques, mais qui sont intéressantes, je trouve. On pourrait dire que la seconde moitié du 19e siècle, ce qu'on a coutume d'appeler la seconde révolution industrielle, ça s'est fondé en partie sur la pédale. L'énergie musculaire est mise au service de systèmes technologiques extraordinairement efficaces et extrêmement novateurs. Alors, le premier exemple, c'est la machine à coudre. La machine à coudre, en particulier Singer, mais ce n'est pas la seule entreprise, la machine à coudre Singer, ça semble être une véritable révolution technologique dans la seconde moitié du 19e siècle. Il y a tout plein d'utopies sociales autour de cette machine à coudre. Ça va permettre de décentraliser la production, puisqu'on est finalement indépendant des circuits énergétiques. C'est une machine technologiquement avancée, si vous voulez, c'est une firme innovante. Singer, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, c'est plus de 60 000 ouvriers qui fabriquent des machines à coudre dans 4 ou 5 usines à travers le monde, et c'est une force commerciale de 300 000 représentants commerciaux. Donc, si vous voulez, c'est d'abord la création d'un marché, une force de marketing très très puissante. C'est une grande multinationale, si vous voulez, c'est une des plus grandes multinationales à la fin du 19e siècle. Et je vous ai mis le bâtiment Singer qui a été construit en 1906, si je me souviens bien, mais en tout cas en 1906, c'est le plus haut bâtiment du monde à ce moment-là. Le plus haut bâtiment de bureau du monde. Il y a la Tour Eiffel qui est plus haute, mais c'est en tout cas à Manhattan la plus haute tour. Donc c'est pour vous montrer que finalement sur la pédale et l'énergie musculaire, de grands empires industriels se forment à la fin du 19e siècle. L'autre exemple est encore plus connu, c'est évidemment le vélo. Le vélo, à la fin du 19e siècle, c'est un moyen de transport archi généralisé. En France, il y a plus de 10 millions de bicyclettes à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Le vélo, c'est une technologie de pointe à la fin du 19e siècle. Faire des roulements à billes, par exemple, ça, c'est des trucs que les historiens ont très peu étudiés. Ce dont je vous parle, c'est, à dire, dans aucun livre précis. Il y a rien de très précis là-dessus. Mais on sait, par exemple, que les roulements à billes, c'est sans doute inventé par un ingénieur français qui s'appelle Suriret en 1860, mais on sait que c'est un fabricant de bicyclettes à Paris, complètement méconnu. Et pourtant, les roulements à billes, si vous voulez, c'est un dispositif crucial pour un nombre de procédés industriels qui vont de l'armement au moteur électrique, etc. Mais tout ça, ça s'invente en lien avec la bicyclette.
La manufacture d'armes de Saint-Étienne, donc qui est d'abord une manufacture d'armes évidemment, va réutiliser tout plein de technologies issues de l'armée pour améliorer les roulements à billes, les chaînes, etc. Et finalement faire une bicyclette moderne. Hein. C'est vraiment des technologies de pointe, c'est des technologies hyper importantes qui emploient des centaines de milliers de personnes en France. La France est une des grandes puissances productrices de vélos. Il y a l'Angleterre et la France qui sont les deux puissances mondiales du vélo à la fin du 19e siècle. C'est vraiment des technologies de pointe qui reposent sur la force musculaire. Donc ça, je trouve ça important parce que ça casse la téléologie naturelle qui serait de dire on passe de la force musculaire, on imagine nos ancêtres qui trimaient comme des bêtes, au monde merveilleux de l'énergie fossile. Non, en fait, c'est pas du tout ça l'histoire. À la fin du XIXe siècle, il y a vraiment de très grands systèmes et technologies qui reposent sur la force musculaire. Un autre exemple qui est encore peut-être plus important, c'est l'énergie hydraulique. Aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle, 75% de l'énergie industrielle vient de l'hydraulique. Et j'ai tort de dire encore, parce qu'on aurait pu continuer comme ça. Il y avait un potentiel hydraulique tout à fait considérable pour continuer à croître. Et évidemment, l'énergie hydraulique à la fin du XIXe n'a rien à voir avec les moulins qu'on imagine dans notre imagination technique. Hein. C'est des outils tout à fait qui utilisent les derniers acquis évidemment de l'hydrodynamique. Alors un point important, c'est qu'à la fois la machine à coudre, le vélo et ça repose aussi sur l'énergie fossile. Parce que pour produire ça, pour produire de l'acier dans cette quantité, pour produire des vélos de manière efficace, qui seront ensuite faits en aluminium, etc., on a besoin d'énergie fossile, on a besoin de charbon. Donc ça, c'est un point important. C'est pas l'un ou l'autre, évidemment, mais il y a une manière d'utiliser les fossiles qui est beaucoup plus astucieuse que cramer du pétrole dans des voitures pour tourner en rond. C'est ça le point important. L'hydraulique, donc... Un historien suédois qui a travaillé sur la machine à vapeur, enfin l'hydraulique et la machine à vapeur en Angleterre, a fait une étude vraiment très intéressante, qui s'appelle Andreas Malm. Il a fait une étude très intéressante du basculement, c'est pas vraiment un basculement, j'exagère, mais en tout cas de la croissance de l'énergie fossile, donc de la machine à vapeur qui actionne des métiers à tisser dans le Lancashire, autour de Manchester, en Angleterre. Et assez curieusement, l'énergie tirée de la machine à vapeur coûte beaucoup plus cher à kilojoule constant, si vous voulez, que les moulins à eau, que l'énergie hydraulique, dans les années 1830. Et pourtant, c'est à ce moment-là où les industriels anglais du textile, du coton en particulier, se disent, voilà, on va utiliser les machines à vapeur. Et ce qu'il explique aussi très bien, c'est qu'il y avait un potentiel de croissance de l'hydraulique tout à fait considérable encore. On pouvait construire des barrages, on pouvait encore produire beaucoup d'énergie avec des moulins en Angleterre dans les années 1830, évidemment. Et ce qu'il explique, c'est que en fait, les moulins, ça nécessitait une forme de coordination sociale entre les entrepreneurs, parce qu'il fallait investir de manière commune dans des barrages, il fallait produire le long des rivières, ce qui posait tout plein de problèmes, parce que si vous produisez au bord des rivières, c'est-à-dire que vous produisez à la campagne, donc il faut amener les ouvriers à la campagne, il faut les loger, il faut leur construire des écoles, il faut construire des colonies industrielles, et ce qui fait que si ces ouvriers-là se mettent en grève, en gros, vous êtes coincés parce que vous ne pouvez pas facilement les remplacer. Or, les années 1830, c'est un moment en Angleterre de très fort conflit social. C'est le mouvement chartiste en Angleterre qui demande l'extension de la charte, c'est-à-dire l'extension du suffrage universel, enfin le passage au suffrage universel. Et ce qui fait que les industriels anglais, finalement, ce qu'ils veulent en utilisant la machine à vapeur, c'est pas faire des économies, parce que ça coûte plus cher. C'est deux choses. C'est premièrement ne pas avoir à se coordonner avec les collègues qui sont aussi des compétiteurs. Parce que si vous utilisez de l'énergie hydraulique, par exemple, il faut se mettre d'accord sur quand est-ce qu'on ouvre les vannes. Est-ce que si vous allez avoir besoin de plus d'énergie, vous aurez le droit à avoir plus d'eau pour faire tourner vos moulins. C'est tout un tas de problèmes qui nécessitent une organisation commune. Et ce qu'ils veulent, premièrement, c'est sortir des communs énergétiques. Sortir de cet usage de l'énergie qui repose sur une organisation commune, une concertation, une coordination économique plus large. Donc ça, ils veulent vraiment une solution individualiste au problème énergétique. Et la machine à vapeur, c'est ça. Ça permet de produire quand on veut, au rythme où l'on veut, suivant les cours, suivant la demande, etc. Ça permet de linéariser le temps. On est maître, si vous voulez, vraiment profondément maître du rythme énergétique. Alors que quand on produit avec de la force hydraulique, il faut s'accommoder du moment des sécheresses. Enfin, ça pose aussi des problèmes de maîtrise du temps qui sont extrêmement importants pour le monde économique anglais des années 1830. Et la deuxième fonction essentielle de la machine à vapeur, c'est que ça permet de produire où on veut, et en particulier de produire en ville, où il y a des vastes agglomérations humaines
et un prolétariat en masse qu'on peut payer moins cher. Et finalement, si vos ouvriers se mettent en grève, c'est pas grave parce que vous pouvez trouver des gens pour les remplacer plus facilement que si vous devez les amener à la campagne. Donc le point est important parce que ça veut dire que si vous voulez le recours à la vapeur en 1830 n'obéit à aucune rationalité technique et économique. C'est plus cher. C'est extrêmement polluant parce que les machines à vapeur dans les années 1830 ont des rendements épouvantables, ça on pourra reparler de ça longuement. C'est dangereux parce qu'en plus les machines à vapeur ont tendance à péter assez régulièrement. Les chaudières à vapeur sont mal foutues encore dans ces années-là. Il y a un risque tout à fait considérable d'explosion. Et malgré tout, ils passent le pas, enfin les industriels anglais passent le pas dans les années 1830 parce qu'ils s'inscrivent dans un certain cadre économique et idéologique qui est finalement le libre marché, la compétition, le productivisme aussi, en espérant, sachant que la croissance industrielle, économique anglaise de ces années-là, elle repose très fortement sur les exportations textiles. L'Angleterre a quelque chose de tout à fait spécial, c'est qu'elle exporte énormément de tissus textiles à ce moment-là comparé aux autres pays. Donc ça, c'est aussi lié à une forme de globalisation. Bon. Donc ça, c'est un exemple que je trouve intéressant parce que ça montre bien que des choix énergétiques ne répondent pas forcément, si vous voulez, à une forme de rationalité. On a hérité de tout un tas de choix qui sont assez irrationnels, ce qui va me permettre de parler d'autres aspects. L'éolien, autre forme d'énergie qu'on peut estimer être ringarde au XIXe siècle, mais pas du tout. L'éolien, en particulier aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle, c'est considérable. Dans les années 1890, ce sont plus de 6 millions d'éoliennes produites industriellement, pareil, avec vraiment les meilleures connaissances de dynamique de l'air, construites donc par quelques firmes aux États-Unis. Et ces 6 millions d'éoliennes qui, dans le Midwest, permettent la mise en culture de ces vastes plaines qui vont devenir vraiment un des centres, si vous voulez, de la production céréalière au niveau mondial. Donc une des plus grandes transformations du marché agricole du XIXe siècle, de l'économie agricole de la fin du XIXe siècle, repose sur de la force éolienne. Et puis le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est le cas du solaire, de l'énergie solaire. Alors, l'histoire de l'énergie solaire, un moment important, c'est sans doute les États-Unis entre les années 30 et les années 50. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans les années 30, il y a quelques architectes, donc Frédéric Keck en particulier, qui étudient de manière assez précise les technologies de la maison passive. Si vous voulez. En gros, c'est aussi à ce moment-là qu'il y a une entreprise qui s'appelle Thermopane qui brevette le double vitrage, et donc on définit les principes d'une maison passive très économe en énergie. Au départ, c'est plutôt une technologie élitiste, ça vise plutôt à des riches Américains, ça s'adresse plutôt à des riches Américains qui veulent s'extraire des réseaux urbains, de l'électricité, etc., pour aller construire des belles maisons à la campagne. Mais, chose intéressante, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que le gouvernement américain veut économiser le pétrole et l'envoyer au maximum au front, il y a de gros investissements qui sont faits dans le développement de la maison solaire, en particulier au MIT, où on développe une maison solaire avec une physicienne qui s'appelle Maria Telkes. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la maison solaire paraît être quelque chose vraiment à la pointe. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire advenir. Il y a tout un discours sur on va faire des maisons solaires aux États-Unis parce que la sortie de la Seconde Guerre mondiale pour les États-Unis, c'est un grand moment d'inquiétude malthusienne sur les ressources. Si vous voulez, c'est un peu le rapport au Club de Rome des années 70, 20 ans avant. On se dit finalement, les Américains se disent, on a sacrifié nos ressources sur l'autel de la liberté. On a consommé énormément de pétrole, de minerais, etc. pour produire une industrie de guerre et libérer l'Europe de l'Ouest. Et ce faisant, on n'a plus de ressources. Ce qui est faux, évidemment, les Américains ont encore des tonnes de minerais et même de pétrole et de charbon. Toujours est-il qu'il y a vraiment ce discours qui est très très fort dans la sphère publique. Truman met en place une commission Paley qui justement étudie le pic du pétrole et ces questions de manque de ressources dans les années 50. Et donc la maison solaire s'inscrit dans ce moment-là d'inquiétude malthusienne. Il y a tout plein de physiciens du projet Manhattan qui disent on va laisser tomber le nucléaire parce que c'est quand même bien compliqué, c'est bien dangereux, ça risque de coûter cher, de l'uranium on n'en a pas tant que ça, etc. Et qui disent le futur c'est l'énergie solaire et la maison solaire. Et malgré tout, si vous voulez, la maison solaire va péricliter. Alors qu'il y avait vraiment un marché porteur. Dans les années 50, c'est 80% des maisons, alors c'est en Floride, en Californie seulement, évidemment les États les plus ensoleillés, qui utilisent des chauffe-eau solaires. C'est pas forcément des choses hyper high-tech. Il y avait la maison du MIT qui était très high-tech, mais l'essentiel du solaire, c'est des choses basiques. C'est des tuyaux peints en noir qui courent sur un toit bien exposé. Ça vous permet d'avoir de l'eau chaude pour vous doucher. C'est pas des choses forcément très compliquées. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que toute cette filière, cette trajectoire technologique qui était extrêmement prometteuse, va finalement sombrer. Dans les années 50, si
Alors c'est en partie, évidemment, ce serait un peu ridicule de dire que c'est de la faute de ce monsieur, mais c'est un monsieur qui s'appelle David Levitt, qui est un promoteur immobilier américain, qui, dans les années 50, explique qu'il a les moyens de résoudre la crise du logement, qui était lancinante aux États-Unis. Il faut savoir que les années 50, évidemment, c'est un moment de forte croissance démographique en Europe de l'Ouest, mais aussi aux États-Unis, retour des GIs, et puis boom démographique. Et donc, il y avait une pénurie de maisons. Et ce cher monsieur Levitt explique que ce qu'il faut faire, c'est appliquer les bonnes vieilles méthodes tayloriennes de rationalisation de la production au bâtiment. Finalement, il se dit c'est absurde de voir que on a si bien réussi pour faire des voitures en masse, on devrait faire la même chose pour le bâtiment, à savoir simplifier les tâches. Et le problème, c'est que pour faire ça, il faut aussi simplifier très profondément le bâtiment et faire des cages à lapins très mal isolées. Et le résultat, c'est que tous les efforts architecturaux pour faire des maisons économes en énergie sont abandonnés et on produit des maisons qui sont invivable en été parce que mal isolé, mal fichu. Et donc, dès les années 50, on établit des climatiseurs en masse dans ces maisons de lotissement américains. Alors, le problème, c'est qu'une fois qu'on a mis des climatiseurs, ça crée un pic de demande en été d'électricité. Et ça, les électriciens, ils détestent ça parce que ça oblige à surdimensionner les capacités productives pour répondre au pic. Et finalement, il y a plein de capital qui est inutilisé hors de période de pic. Et donc, les électriciens, que sont General Electric et Insull principalement, vont plaider pour le chauffage électrique. Alors, le chauffage électrique, dans un pays comme les États-Unis, richement pourvu de gaz, de pétrole et de charbon, et de bois aussi, c'est vraiment une aberration parce que vous savez que c'est un très mauvais rendement énergétique. Vous avez l'énergie thermique que vous transformez en électricité, qu'ensuite vous retransformez en énergie thermique avec des pertes sur toute la ligne, donc c'est vraiment un très très mauvais choix énergétique. Et donc ça, c'est un exemple intéressant, c'est de voir qu'il y avait vraiment, me semble-t-il, une trajectoire possible vers des maisons plus efficaces énergétiquement, voire même solaires, voire autonomes, et à cause d'intérêts de promoteurs immobiliers combinés à des intérêts industriels d'électriciens, on arrive à cette aberration qu'est la maison de banlieue toute électrique américaine des années 50-60, extraordinairement énergivore, avec toute une rhétorique en plus de la consommation énergétique. Les Américains de ces années-là, si, mettons, ils avaient seulement la climatisation, ils avaient le droit de coller un petit blason de bronze sur leur maison. S'ils avaient la climatisation et le chauffage, c'était un blason en argent. Et puis si tout était électrique, et souvent d'ailleurs, les maisons de banlieue, à ce moment-là, on s'est rendu, enfin, les électriciens se rendaient compte que c'était au moment où ils achetaient la maison qu'il fallait absolument mettre tout en électrique, tout équipé en électrique, donc le four, le frigo, etc. Alors vous aviez un blason en or, donc il y avait vraiment une très forte propagande pour la consommation d'énergie. Alors, donc il y avait quelques slides de ces maisons de banlieue construites en masse dans ces années 50-60. Un autre exemple, enfin dernier exemple sans doute qui me semble vraiment important, c'est le cas de l'automobile. L'automobile individuelle, c'est sans doute le choix technologique qui a vraiment produit ce basculement vers des économies qui reposent sur le fossile, vers l'anthropocène, pour employer le terme maintenant consacré. C'est une technologie qui est extrêmement énergivore, extrêmement délétère d'un point de vue environnemental. Ça a surtout lieu au départ aux États-Unis. Il y a vraiment une particularité américaine du choix de l'automobile. Dès la fin des années 20, c'est pas loin de la moitié des foyers américains qui sont équipés d'automobiles, cette fameuse Ford T, alors que en Europe de l'Ouest, même dans les pays riches comme l'Angleterre, c'est pas du tout le cas. On est très très loin d'avoir ces taux de pénétration. Il faudra attendre les années 60 pour avoir des taux de pénétration équivalents. Et ce qui est bizarre, c'est que l'automobile, qu'on a souvent assimilé à une sorte d'amour de la liberté, il y aura vraiment une sorte d'appétence américaine pour l'automobile, solution individualiste qui permet de se déplacer à toute vitesse, etc. En fait, quand on regarde les débuts de l'automobile, ça n'avait aucune naturalité évidente. Il n'y avait aucune évidence à ce que l'automobile se développe si vite et si rapidement aux États-Unis. Pour plusieurs raisons. Premièrement, l'automobile, au départ, c'est une nuisance pour une extraordinaire majorité de la population et un luxe pour une infime minorité de riches. Et ça pose tout un tas de problèmes en termes de à qui appartient la route, à qui appartient la rue. En particulier en ville, il y a des tonnes de plaintes, de résistances, de pétitions contre l'automobile individuelle parce qu'on estime que c'est vraiment une appropriation par les riches snobs de l'espace urbain. Par exemple, les jeux d'enfants ne sont plus possibles dans les rues à cause des voitures. Dans les années 1900, si vous prenez les grandes villes américaines, c'est un véritable carnage. Il y a des centaines d'enfants qui se font écraser par an. Dans les années 1920, il y a tout un mouvement
de lutte contre la violence des automobilistes qui se mettent en place avec d'immenses manifestations. Il y a plus de 10 000 enfants qui manifestent à New York en 1922. Il y a des monuments qui sont érigés aux enfants morts écrasés sous les roues des voitures. Enfin, il y a vraiment une lutte très forte contre la voiture. En France, c'est la même chose. On n'a pas d'études précises, mais il y a un journaliste qui s'appelle Pierre Thiessé qui a fait un bon travail de compilation de tous les éditos qui sont contre l'automobile en France dans ces années-là. Tous les journaux, pas tous les journaux, mais la plupart des journaux trouvent absolument impensable l'idée de laisser les rues des villes aux automobiles. Je me souviens d'un article de The Economist de 1911 qui explique on ne peut pas tolérer quelque chose qui sent aussi mauvais, qui fait tant de poussière dans les rues de Londres. C'est absolument intolérable. Pourtant, The Economist, c'est pas un journal technophobe contre le développement, a priori. Alors, on n'a pas de sondage sur l'automobile, mais on a la Suisse. Et la Suisse, c'est très intéressant parce que, vous savez qu'en Suisse, il y a une tradition de référendum d'initiative populaire. Et le canton des Grisons, qui est un canton donc germanophone à l'est de la Suisse, dans les années 1900, interdit la voiture individuelle, en disant ça bousille les routes, donc ça nous coûte cher en termes de réfection des routes et de maintenance des routes, ça pollue, c'est dangereux, et puis ça fait une concurrence indue vis-à-vis des chemins de fer. Or, en Suisse, la compagnie de chemins de fer est nationale. Donc, il va falloir prélever plus d'impôts pour le plaisir de quelques riches Suisses en termes de réfection des routes et de subvention des compagnies de chemin de fer. Et à 10 reprises, le lobby des autoclubs suisses va tenter de casser cette interdiction à travers des référendums d'initiative populaire, et à 10 reprises, ils se font bananer. C'est-à-dire qu'entre 1900 et 1928, 10 fois, les Suisses ont dit non, on ne veut pas autoriser la circulation aux automobiles individuelles sur les routes de notre canton. Alors, c'est pas un argument technophobe, parce que, je vous ai dit, c'est des arguments essentiellement économiques, et puis aussi la pollution, mais par exemple, ils autorisent évidemment les camions, parce que ça, les camions, ça a une utilité manifeste pour transporter de lourdes charges, c'est plus efficace que ce qu'on avait auparavant. Ils autorisent aussi les ambulances, les camions de pompiers, enfin, c'est finalement l'idée de dire on peut choisir les usages des technologies. Mais assez profondément, je pense que l'exemple de la Suisse montre bien, finalement, si on avait vécu dans une société vraiment démocratique, où la démocratie serait étendue aux choix technologiques, c'est pas du tout évident que l'automobile aurait eu l'histoire qu'on connaît. D'autant plus que, pour reprendre le cas des États-Unis, aux États-Unis, les routes étaient pas de très bonne qualité, mal entretenues, souvent il y a pas goudronnées, et en outre, aux États-Unis, il y avait un grand réseau de tramways, de tramways électriques. Les États-Unis, dans les années 1900, c'est 35 000 kilomètres de lignes de tramway électrifiées. C'est 5 milliards de voyages par an. Donc c'est vraiment, pour 100 millions d'habitants, donc pour vous donner un peu une idée de l'ampleur de l'usage des tramways. Donc c'était une technologie qui n'était pas complètement écolo parce que c'est de l'électricité faite par du charbon, mais en tout cas beaucoup plus écolo évidemment que la voiture individuelle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement la voiture a supplanté le tramway, parce que là on peut parler d'une transition. Pour trouver des tramways aux États-Unis, il faut quand même se lever tôt. Il y en a encore dans quelques villes, mais c'est quand même rare. Il y en a évidemment à San Francisco, à Portland, mais globalement il y a très peu de tramways aux États-Unis. Et alors l'histoire finalement de cette tragédie, parce qu'on peut vraiment voir ça comme une tragédie, elle se passe en plusieurs temps. Bon, premièrement, la voiture est liée au développement de la banlieue, fondamentalement. Et la banlieue est perçue par les élites américaines conservatrices de l'époque, dans les années 1920, c'est Herbert Hoover qui est le président des États-Unis, comme le meilleur moyen de lutter contre le communisme. Si vous voulez, l'enjeu, c'est de transformer les Américains en propriétaires de maisons individuelles. Parce qu'il y a un très beau discours de Herbert Hoover qui dit quand on possède sa propre maison, on a d'autres affects politiques que quand on vit dans des villes mixtes ethniquement et socialement. Et donc, il y a tout un encouragement de la suburbanisation qui est lié à un projet politique beaucoup plus ample et beaucoup plus vaste, qui est de barrer le mouvement socialiste et communiste aux États-Unis. Et l'automobile s'inscrit aussi dans ce contexte-là, parce que l'automobile donc se développe surtout avec Ford, et à ce moment-là, donc cette explosion de la voiture aux États-Unis, elle a lieu grâce au crédit à la consommation. Avant la voiture, le crédit à la consommation, c'était quasiment inexistant. Ou alors ça se faisait de manière complètement informelle, par des milieux, disons, pas forcément recommandables. Ceux qui pouvaient emprunter, c'était des riches pour acheter une maison ou des entrepreneurs pour s'équiper en
en machine, quoi. Mais globalement, vous ne pouviez pas emprunter pour consommer. Et les grandes entreprises automobiles, Ford et General Motors, vont devenir de grands pourvoyeurs de crédit à la consommation. Et l'enjeu, là, c'est vraiment une forme de mise en place d'une discipline sociale. Parce qu'une fois que vous avez acheté votre voiture à crédit et que vous devez donc payer des traites chaque semaine, vous êtes obligé de gagner une certaine somme par mois, par semaine, par votre travail. Et ce faisant, finalement, les industriels américains réussissaient à résoudre un problème vraiment fondamental qu'ils avaient, qui était celui du turnover dans leurs usines. Avant la crise de 29, à un moment de plein emploi, les ouvriers américains étaient en position de force, en particulier les ouvriers qualifiés qui travaillaient dans les usines automobiles. Ils avaient des hauts salaires et, ça c'est les historiens du travail qui ont bien montré ça, il y avait dans le monde ouvrier qualifié ce qu'on appelle une culture du suffisant. C'est-à-dire que finalement ces hauts salaires, contrairement à la théorie économique néoclassique, ça n'incitait pas à travailler davantage pour gagner toujours plus, ça incitait à moins travailler, parce qu'une fois que vous aviez finalement l'argent nécessaire pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, vous arrêtiez de travailler. Ce qui fait que les ouvriers qualifiés avaient une fâcheuse tendance à l'absentéisme, à pas forcément venir travailler le lundi matin, etc., ou à changer d'employeur quand le patron enquiquinait, le contremaître était un peu enquiquinant. Et pour Ford, c'était un vrai problème, parce que vous savez que c'est Ford qui a introduit les méthodes de production à la chaîne, et Ford avait un mal fou à trouver des ouvriers pour aller travailler à la chaîne, sachant que c'était un travail assez abrutissant. Il y avait une statistique où, en gros, il fallait qu'ils trouvent 9 ouvriers pour en récupérer un seul à long terme, quoi. Donc il y a vraiment un gros problème de turnover. Et donc, si vous voulez, la voiture, la mise en place du crédit à la consommation qui est étroitement liée à la voiture, c'est vraiment un formidable moyen de discipline sociale et de discipline sociale par le consumérisme. L'autre moment finalement qui fait qu'on quitte ce système de transport collectif, alors c'est moins fondamental, mais c'est une loi qui est intéressante parce que c'est une loi antitrust. On pourrait imaginer que les lois antitrust, c'est bien, pensez à Google, Amazon, Facebook et autres, fameuses GAFA, il faut casser les trusts. Sauf que là, en l'occurrence, ça a eu une conséquence assez désastreuse parce que, donc en 1935, il y a une loi qui s'appelle le Wheeler and Rayburn Act, qui casse les grands trusts électriques. Donc General Electric et Insull sont obligés de vendre leur compagnie de tramway. Alors autant les compagnies de tramway pouvaient faire sens dans un vaste conglomérat industriel pour lisser les pics de demande d'électricité, dont je vous ai déjà parlé, autant pris individuellement, chacune de ces compagnies de tramway était déficitaire. Ce qui fait qu'elles vont être rachetées à vil prix par General Motors, Firestone et Standard Oil. Et vous imaginez, en particulier par Sloan, qui est le PDG de General Motors, qui est finalement l'homme de l'ombre de cette affaire-là. Et vous imaginez bien pour ces trois entreprises, donc le pneu, la voiture et le pétrole, leur but, le cœur de leur business model, c'est pas de faire du transport collectif électrique. Et donc, ils vont s'employer à saboter le système de tramway, à le remplacer par des bus à essence, à ne pas entretenir les lignes ou à les fermer purement et simplement pour accroître leur marché automobile. Voilà. Donc, si vous voulez, je trouve que c'est un exemple aussi qui est intéressant. C'est un peu parallèle au cas de la maison solaire et au passage du standard tout électrique. C'est qu'on voit bien que le monde technologique dont on hérite, c'est pas un monde qui répond à une forme d'optimalité, parce que je pense sincèrement que la voiture était absolument pas le choix optimal. Il y a des textes des années 1910 qui font penser à Ivan Illich ou à André Gortz avant l'heure, disant mais la voiture individuelle va ralentir à terme le déplacement. On va aboutir à une situation sous-optimale, parce que évidemment les embouteillages c'est un problème qui est évident tout de suite. Et puis c'est aussi donc un monde très émetteur de CO2, très énergivore, qui est construit parce qu'il y a des intérêts bien présents, si vous voulez, des intérêts particuliers, des intérêts non pas généraux, mais des intérêts industriels et économiques tout à fait particuliers. Est-ce que, juste peut-être, oui. Est-ce que ça veut dire, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais oui, ça veut dire aussi que ces moments-là de transition, enfin pas de transition justement, mais d'addition énergétique sont aussi des moments de lutte socio-économique, de friction profonde, et que finalement on oublie trop souvent ça dans cette histoire-là. Oui. Alors ça, c'est un point vraiment hyper important, c'est que, si vous voulez, si vous prenez les grandes technologies de l'Anthropocène, les grandes technologies émettrices de CO2, les grandes technologies les plus énergivores, vu qu'elles transforment profondément et l'environnement et les modes de vie, forcément, elles ne se sont pas faites dans une forme de croissance et
ou plutôt de croyance dans le progrès. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. On pourrait imaginer que le 19e siècle était simplement progressiste et qu'au 20e siècle encore, on était fasciné par les machines et que c'est seulement depuis peu qu'on s'inquiéterait de l'environnement et qu'on remettrait en cause la trajectoire technologique. Ça, c'est une vision qui est entièrement fausse. Je vous ai déjà parlé de l'automobile, énorme scandale, et puis pour autant, ça s'est fait, par des coups de force, du lobbying. Il y a un livre assez fascinant de Norton qui raconte comment l'automobile a conquis la route aux États-Unis. Ça se fait vraiment de manière violente. On va apprendre aux piétons à traverser la route. On va leur expliquer que la route ne leur appartient pas, que ça appartient d'abord à la voiture. On va pénaliser, par exemple, le fait le jaywalking, de traverser la route là où il ne faut pas, etc. On va apprendre aux enfants à respecter les feux rouges, etc. Vous imaginez toute la mise en place d'une discipline pour que les voitures puissent circuler tranquillement en ville. Ça, évidemment, ça se fait en dépit de plaintes, de luttes. Ce qui est marrant, c'est que les commerçants sont à fond contre l'automobile au départ. Alors que maintenant, dès qu'on met une route piétonne, évidemment, les commerçants râlent, mais en fait, au début du XXe siècle, c'était l'inverse, évidemment. On ferme un quai à la circulation, c'est un drame pas possible. Vous imaginez pas, fermer aux piétons, finalement, l'ensemble de la ville. C'est quasiment ça que ça veut dire, l'automobile dans les années 1900. Donc, évidemment, c'est des moments de lutte hyper importants. Et plus fondamentalement, un exemple qui me semble important et qu'il faut avoir en tête, parce que ça, c'est finalement un acquis historique assez récent et qui n'est pas très connu, c'est que l'environnement est hyper important fin 18e, début 19e siècle, au moment de la révolution industrielle. Que l'environnement, à ce moment-là, c'est d'abord un concept médical. L'environnement, c'est le meilleur concept qu'ont les médecins pour comprendre les épidémies. Comment ça se fait que tout le monde va tomber malade au même moment dans cette salle? C'est pas parce que quelqu'un nous aura refilé un microbe qu'on se sera transmis les uns les autres. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'environnement, dans la qualité de l'air, dans la qualité des eaux, dans ce que les médecins appellent les choses environnantes. Ils ont employé un terme latin, les circumfusa, les choses environnantes, tout ce qui nous environne et qui détermine notre santé, et même au-delà, la santé de la population, le nombre de la population et même la forme des corps. Parce qu'on s'inscrit encore dans une pensée qui est transformiste. Pensez à Jean-Baptiste Lamarck qui explique qu'on transmet les caractères qu'on acquiert à notre descendance. Donc il y a cette idée que l'environnement transforme profondément les corps, qu'on transmet ces transformations à nos descendants. Et si vous voulez, une altération de l'environnement, ça a vraiment des conséquences absolument dramatiques dans la pensée de personnes du XVIIIe siècle. Deux petits exemples. En 1732, il y a un monsieur qui s'appelle George Chain, un docteur anglais qui s'appelle George Chain, qui écrit un livre qui s'appelle The English Malady. Alors cette maladie anglaise, c'est le charbon. Il explique que toutes les constitutions, donc toutes les caractéristiques de santé de la population anglaise sont altérées à des miles, à des kilomètres à la ronde autour de Londres, parce qu'en Londres, on brûle beaucoup de charbon pour se chauffer. Et que ça produit un désastre sanitaire. Un autre exemple que je trouvais frappant, c'est un médecin rouennais en l'occurrence, qui critique la police de Paris en disant, c'est un peu, j'aurais dû vous expliquer d'abord que la police à la fin du XVIIIe siècle, la police, ce qu'on appelle la police, ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec la police de nos jours. La police à la fin du XVIIIe siècle, c'est vraiment une institution urbaine. Elle s'occupe de l'environnement urbain. Elle s'occupe de tout ce qui a rapport à la ville, en particulier de l'environnement. Et dans les traités de police de la fin du XVIIIe siècle, on trouve plein de références à la santé de la population, à la qualité des airs, qui s'inspirent d'un médecin grec qui s'appelle Hippocrate, qui expliquait justement, qui avait déjà étudié les conséquences, le lien entre environnement et santé. Et donc ce médecin rouennais explique que la police parisienne ayant mal fait son boulot, on a fait de Paris le peuple le plus maléficié, le plus tordu, le plus bossu, le plus moche de la Terre, parce que la police parisienne a mal géré l'environnement, et ce faisant, elle a produit cette dégénérescence de la population. Donc l'environnement, c'est hyper important. Et malgré tout, le charbon, l'industrie chimique, ça s'est développé, on a produit en masse par des méthodes extrêmement polluantes, en dépit, si vous voulez, de cette conscience environnementale très forte et de cette inquiétude environnementale très forte. Donc ça, forcément, ça a fait plein de luttes. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur les usines chimiques au début du XIXe siècle. À chaque usine chimique, vous avez des tonnes, des centaines de pétitions, souvent signées par des médecins, qui expliquent que si vous, préfet, vous autorisez cette usine, vous allez produire la dégénérescence de la population dans le quartier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est massif. C'est un point important, c'est que c'est pas une sorte de conscience qui serait réservée aux élites, non, c'est un truc hyper massif, hyper général. Ça, c'est un point important, c'est qu'on a tendance à penser aux résistances contre la technique comme si c'était quelque chose qui était assez élitiste, assez marginal. Ce serait dans les milieux romantiques au XIXe siècle, les milieux anarchistes à la fin du XIXe siècle qu'on aurait pensé la technique, qu'on aurait cassé les machines, etc. Non, en fait, si vous voulez, ce basculement-là,
vers les fossiles, il a fait l'objet de résistances protéiformes, multiformes, et la bourgeoisie d'ailleurs était très divisée dans cette affaire-là. Parce qu'il y avait d'une part la bourgeoisie industrielle qui voulait produire de manière plus efficace en utilisant parfois des énergies fossiles ou en faisant des réactions chimiques dégueulasses. Et puis il y avait la bourgeoisie urbaine qui possédait des bâtiments dans les grandes villes, à Paris en particulier, qui avait absolument pas envie d'avoir une usine qui puait juste à côté de chez elle. Donc forcément ça a créé énormément de conflits et de luttes. Oui, ça c'est vraiment un point important. Je me fais le mauvais avocat du temps, mais il nous reste moins d'une dizaine de minutes. Ah oui. Peut-être on peut glisser vite vers les questions de transition qui nous ramènent à aujourd'hui sur qu'est-ce que représente la transition énergétique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est de ces questions de transition technologique, de green tech, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que... Ouais. Alors évidemment, c'est à partir de là où l'historien est le moins compétent et le moins pertinent, mais il me semble quand même que ce que j'essaie de vous montrer et de vous expliquer, c'est que faire une vraie transition énergétique, c'est pas simplement mettre quelques éoliennes et quelques panneaux solaires face à des besoins énergétiques constants, que ces besoins énergétiques et ce monde technologique énergétique dont on hérite, il faut vraiment profondément le questionner et le remettre en cause. Ça revient finalement à faire un droit d'inventaire sur toute une série de choix qui ont été faits dans le passé. Si je me permets dernier retour historique, l'armée. L'armée est hyper importante dans cette affaire-là, dans l'histoire de l'énergie. Pourquoi ? Parce que l'armée, lorsque l'enjeu c'est de tuer et de ne pas être tué, l'efficacité énergétique c'est pas ça qui importe forcément. Donc si vous prenez un F-16 ou un Mirage ou un Rafale, ça consomme entre 6 et 8 000 litres de kérosène par heure. Donc ça veut dire autant que la consommation en plusieurs années d'une voiture standard. Donc on est dans des formes d'exubérance énergétique qui sont propres au système militaire. Le problème aussi c'est que l'armée, vu qu'elle est à la pointe souvent dans des systèmes technologiques, ensuite les technologies militaires contaminent les technologies civiles. Ça, c'est évidemment un classique. Je vais vous donner simplement deux exemples. Mon premier exemple, c'est l'aviation. L'aviation, on ne peut pas imaginer l'aviation telle qu'on la connaît maintenant sans la Seconde Guerre mondiale. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale que se met en place toutes les infrastructures qui permettent l'aviation contemporaine. L'aluminium qu'on se met à produire en masse sur le continent américain, c'est lié à la Seconde Guerre mondiale. La production même de carburant d'aviation, qui est un truc très spécifique. C'est des projets de recherche et développement considérables du même ordre de grandeur que le projet Manhattan, de bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc l'aviation, vraiment, est la fille de la Seconde Guerre mondiale, à tel point qu'en 1944, les États-Unis, qui ont bien conscience d'être largement en avant sur toutes ces technologies-là, mettent en place ce système, un traité à Chicago, qui met en place l'Organisation internationale de l'aviation civile, qui interdit la taxation des carburants. Et on vit encore de nos jours avec ce régime-là. Donc si vous voulez commencer à parler de transition énergétique, c'est commencer à parler de ça. C'est commencer à parler très sérieusement de l'aviation telle qu'on la connaît. L'aviation telle qu'on la connaît n'est pas compatible avec les objectifs climatiques. C'est un secteur qui croît très très fort en termes d'émissions de CO2. Je me souviens plus des chiffres, mais je crois que ça double tous les 10 ans. Enfin, ça va très très vite. Et puis surtout, c'est un truc où il n'y a pas de substitut. Concrètement, c'est impossible de faire voler des avions avec de l'énergie électrique avec les technologies actuelles. Bon. Le deuxième exemple que je trouve intéressant, c'est les autoroutes. Les autoroutes qui, évidemment, ont un certain rôle dans la gabegie énergétique, c'est d'abord une technologie militaire. C'est les premiers à en construire, c'est les Italiens et les Allemands avant la Seconde Guerre mondiale. Pour l'Allemagne nazie, le but c'était de résoudre le dilemme stratégique allemand, à savoir que l'Allemagne était vulnérable à une attaque coordonnée sur les deux fronts, le front de l'Est et le front de l'Ouest. Et construire des autoroutes, ça devait permettre à la Wehrmacht de traverser très très vite, de pouvoir envahir la Pologne et puis vite de revenir, éviter d'être envahi par les Français et les Anglais. Donc ça a vraiment une fonction éminemment stratégique. Eisenhower, qui est donc le commandant en chef des forces alliées en Allemagne, revient émerveillé par ces autoroutes-là, qui sont nettement meilleures que les routes aux États-Unis. Et sous son mandat est voté sans doute l'un des plus grands projets d'ingénierie civile du XXe siècle, une loi sur Interstate Highway Defense Act. Alors le lien entre les autoroutes et la défense, c'est que les autoroutes devaient permettre la déconcentration industrielle de la production américaine industrielle. Le but était de rendre l'économie américaine résiliente face à un feu nucléaire russe. En gros, les Américains s'étaient rendus compte que les Allemands avaient très bien réussi à continuer à alimenter leur usine de roulements à billes, j'en parlais, d'acide sulfurique, de tous les trucs indispensables pour faire fonctionner une économie de guerre, que les tanks allemands fonctionnaient, étaient réparés, etc., en dépit des bombardements constants et massifs de la RAF et de l'US Air Force. Et pourquoi ils avaient réussi à faire ça ? Parce qu'ils avaient dispersé finalement la production industrielle sur l'ensemble du territoire allemand. Et donc le but des autoroutes, c'est de faire la même chose
au niveau d'un continent entier, à savoir les États-Unis. Et donc, pareil, si on veut parler de transition énergétique, il faut parler très concrètement, à mon avis, des formes urbaines. Un exemple, on parle en ce moment de voitures électriques et encore pire de voitures sans pilote électriques. Alors, une voiture électrique, si vous prenez la voiture Tesla, le poids de la batterie, c'est 540 kg. Alors, bon, non, la Tesla, c'est particulièrement monstrueux parce que c'est une voiture très puissante, etc. Mais en tout cas, ça pèse très, très lourd. Et donc, franchement, la meilleure solution, déjà, c'est de faire des voitures très légères, qui vont pas vite, qui vont à, 70-80 à l'heure au maximum. Ça permet de les alléger considérablement, de faire du covoiturage. Enfin, il y a 1000 autres solutions intelligentes avant de faire des voitures électriques, qui sont très gourmandes en métaux rares. Alors, les terres rares, c'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est très polluant à extraire. Donc, il y a un argument qui serait de dire, finalement, la transition, elle est impossible parce qu'on n'a pas assez de ressources. On n'en sait rien. Vu la taille du manteau terrestre, moi j'ai l'impression que ça va pas être ça le problème. C'est plutôt qu'en gros, où est-ce qu'on va accepter de produire ces terres rares qui sont dégueulasses à produire? Pour l'instant, ça se fait en Chine, à Baotou, une ville en Chine en particulier, où on extrait énormément de terres rares. Toutes les technologies vertes qui reposent sur énormément de matériaux sont extrêmement problématiques. C'est typiquement, à mon avis, le type de fausse solution qu'on met en avant, la voiture électrique étant le meilleur exemple. Le pire étant évidemment les voitures sans pilote, là, je crois qu'on appelle ça les voitures autonomes, voilà. Les voitures autonomes, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un formidable effet rebond. Il y a eu un article récent dans Science qui montrait, alors c'est un truc tout bête, hein, il proposait simplement un chauffeur gratuit mis à disposition de différents segments de la population. À partir du moment où vous avez un chauffeur gratuit qui peut vous trimballer 2 jours, 2 nuits, les kilomètres explosent parce que vous dites tiens je vais aller à un restaurant en pleine nuit, ben c'est pas grave, on transporte. Par exemple, personnes âgées font beaucoup plus de kilomètres à partir du moment où ils n'ont plus à conduire. Et donc évidemment la voiture autonome va être aussi une source de croissance de kilométrage absolument gigantesque, de même que la voiture électrique sans doute. Voilà, donc à mon avis, si on veut vraiment raisonner en termes sérieux sur ces questions de transition énergétique, il faut arrêter de discuter en termes de production primaire d'énergie, parce que là, on ne s'en sort pas. Si on est à consommation énergétique constante, la masse de terres rares pour produire les éoliennes, les panneaux solaires est absolument aberrante. Je ne sais pas si c'est impossible, mais en tout cas, c'est sûr que c'est très polluant. Voilà. Et est-ce qu'on a envie aussi de se mettre dans une chaîne de dépendance très forte vis-à-vis de la Chine, qui est en ce moment le seul producteur massif de terres rares? Il y a un très bon livre de Guillaume Pitron, qui n'est pas du tout, lui, particulièrement écolo et décroissant, mais il explique déjà que c'est un problème de souveraineté nationale. La Chine, en acceptant de faire les trucs les plus dégueulasses finalement sur son territoire, cette production de terres rares, conquiert peu à peu la chaîne de valeur, c'est-à-dire finalement récupère le maximum de la plus-value en produisant des aimants, des batteries, etc. Et les industriels européens qui sont très forts, par exemple, pour faire des moteurs perfectionnés à essence, etc., sont nuls pour faire des moteurs électriques, et ils vont se retrouver à être simplement des plieurs de tôle. Donc en fait, on va rentrer dans une forme de décroissance technologique dans certains pays, ce qui pose aussi un problème, hors toute question écologique, mais en termes économiques, c'est un vrai problème, en termes d'emploi, etc. C'est pas du tout évident que la transition énergétique soit porteuse d'emploi. Ça, c'est une sorte de mythe aussi, à mon avis, écolo sympathique, c'est de dire, on va transformer, on va reporter finalement, on va produire moins d'énergie par les machines, on va mettre les gens au travail, donc ça va faire des emplois. Mais ça aussi, c'est à mon avis une illusion, parce que la productivité d'une machine est telle que si vous décroissez, enfin si vous réduisez le nombre de machines ou l'approvisionnement énergétique des machines, en fait, vous réduisez les emplois, parce que de fait, les humains sont pas compétitifs par rapport aux machines. Donc voilà, il y a tout plein de problèmes fondamentaux, à mon avis, qui sont qu'il faut affronter si on veut commencer à parler sérieusement de transition énergétique. Voilà, quelques questions peut-être si vous voulez. Ouais. Oui, je vous remercie pour votre exposé qui est vraiment passionnant. Je voudrais juste revenir au début, oui. Parce que je suis un peu perturbé parce qu'il y a il y a un spécialiste de l'énergie qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, oui. Et qui parle des pics d'énergie, soit pétrolier, oui, soit le gaz et tout ça, et qui explique qu'en fait, bien évidemment qu'il y a du pétrole et tout ça, mais que il semblerait qu'il y a un siècle, on dépensait 10 barils d'essence pour en récupérer 100. Aujourd'hui, on dépense 10 barils d'énergie pour en récupérer 20 ou 30. Et que si le ratio c'est 10 à 15, ça s'arrête, quoi. Donc même si le pétrole est là, on n'aura plus l'énergie pour aller le chercher. Donc je pense que... quelle est votre position par rapport à ça? Je pense tant que c'est rentable d'aller le chercher, on ira le chercher, même si ça coûte très fort énergétiquement. Je veux dire, le gaz de schiste, énergétiquement, c'est pas terrible. Hein. Ou le pétrole de schiste, là. Et puis là, il y a un article récent dans Le Monde où on voyait qu'au Texas, ça a explosé. Tout simplement, s'il y avait un profit à faire. Donc on va continuer à extraire le pétrole et le gaz de schiste, même si ça coûte de plus en plus en énergie. Tant que c'est rentable financièrement, on le fera. Même si, en termes conceptuels d'énergéticiens, ça fait pas sens, ou ça fait de moins en moins sens, je pense que le monde économique fonctionne pas comme ça. L'autre problème, c'est qu'en fait, cette question du pic du pétrole,
j'ai déjà dit, mais on en parle depuis très longtemps, et puis à chaque fois on se rend compte qu'il y a encore des cochonneries à brûler. Par exemple, là, il y avait des articles sur les hydrates de méthane qui se trouvent dans les océans, c'est des tonnes et des tonnes de carbone qu'on pourrait encore brûler. J'en sais rien, je ne suis pas du tout géologue et expert de ces questions-là, mais j'ai l'impression qu'à se focaliser sur le pic, on risque d'oublier le mur premier qui est celui du climat, qui en plus, pour moi, cette question du pic et de l'effondrement lié au passage du pic, c'est quand même une écologie de riches, parce que c'est nous, les pays riches, qui sommes confrontés à cette question de pénurie énergétique. Les pays les moins développés ne consomment très très peu d'énergie, donc eux, à la limite, c'est pas vraiment leur problème, quoi. Or, le truc très injuste dans le changement climatique, c'est les pays riches qui en ont profité, qui ont profité d'émettre du CO2, et c'est les pays tropicaux, plutôt pauvres, qui se retrouvent impactés très fortement par la question du changement climatique. Donc à se focaliser, à mon avis, un peu trop sur la question du pic, on risque de lâcher la proie pour l'ombre, à savoir la question du changement climatique, qui est la première et la plus urgente à résoudre. On entend souvent beaucoup parler justement des détenteurs qui développent les énergies carbonées, qui rachètent énormément de brevets pour les enterrer et pour pouvoir continuer à exploiter les énergies carbone. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris. Des brevets qui seraient des brevets qui n'utiliseraient pas des énergies carbonées. Les brevets ont été rachetés et enterrés pour stopper des technologies par rachat de brevets pour les enterrer. J'ai pas vu ça dans ce que j'ai lu, mais pourquoi pas, je sais pas. D'accord. Sinon, il y a aussi les Japonais qui ont fait une voiture avec des aimants. Chaque roue, c'est plein de petits aimants et chaque aimant a une durée de 250 ans. Et ils font rouler une voiture Mitsubishi avec des aimants. Bon, alors je connais pas du tout cette voiture, j'en ai jamais entendu. Je pense que c'est plus une histoire de politique et d'industriels qui ralentissent tout, quoi. Je pense que la question de la voiture, c'est s'en passer, en fait. En premier lieu, c'est vraiment l'automobile, vous la faire avancer à ce que vous voulez. Il y a un côté absurde à déplacer une tonne de métal pour déplacer 80 kilos de chair, quoi. Donc, je pense fondamentalement, la voiture, le problème, c'est qu'on se focalise, sur les nouvelles voitures, le dernier gadget qui va permettre de faire une super voiture, et on parle plus de transport collectif, on parle plus de métro, d'autobus, de vélo, de choses vraiment très low-tech et qui marchent. Si l'un empêche l'autre. Ça, c'est un point important. On peut pas tout développer, on peut pas tout avoir. Je pense qu'il y a un moment, il faut justement, à la fois en termes économiques et puis en termes environnementaux, on peut pas tout développer. Et vivre dans des sociétés innovantes, ça c'est vraiment un point important. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'on vit dans des sociétés très innovantes. Ça veut pas dire qu'il faut être technophobe, mais ça veut dire qu'il faut choisir. Il faut choisir certaines voies technologiques et pas d'autres, et donc on va pas tout développer. Alors ça, le titre, j'en suis désolé, il était sans doute, mal approprié, parce que c'est pas qu'il faut pas faire de transition énergétique, mais c'est la manière dont on parle de la transition énergétique. On va faire une transition énergétique, on va organiser un débat national sur la transition énergétique. On va simplement installer des éoliennes offshore et des panneaux solaires. Ça me semble être vraiment la mauvaise manière de poser le problème. Aussi pour une autre raison que j'ai pas encore abordée, mais c'est que si on prend l'histoire de l'énergie, ce qui a été déterminant dans l'histoire de l'énergie, c'est les changements d'usage. Par exemple, on se met à produire de l'électricité pour alimenter les lampes à filaments, le bulbe Edison, si vous voulez. Donc, pareil, on extrait du pétrole, alors, un peu pour s'éclairer, mais massivement pour se dépasser. C'est parce qu'il y a des nouveaux usages qu'on se met à utiliser énormément de nouvelles sources d'énergie primaire. En tout cas, augmenter l'extraction d'énergie primaire. Donc, le point important, c'est qu'il faut d'abord réfléchir à la consommation avant de penser la production. Il faut réduire considérablement la consommation énergétique, et après, on pourra peut-être envisager des renouvelables derrière cette consommation déjà fortement réduite. Juste alors j'avais essayé de relier avec l'histoire. Oui. Notamment, j'ai une question par rapport à ça. Je ne vais pas développer le raisonnement sur l'affirmation que je fais. Chacun sera libre de penser ce qu'il veut de ce que je vais dire. Une des solutions, parce qu'on parle de solutions réalistes, et ça me plaît dans votre discours, parce qu'on parle souvent d'une sorte de mythe à travers la transition qui consisterait à dire que grâce à la technologie, on va pouvoir conserver notre confort de vie actuel. Ce qui, selon moi et beaucoup d'autres, est complètement, c'est un mythe aujourd'hui. Enfin, c'est un doux rêve. Donc, selon moi et d'autres, une des seules solutions pour justement pouvoir baisser la consommation, ça serait de partir sur une baisse du PIB, de diviser par 2 le PIB des pays. C'est une des seules solutions réalistes aujourd'hui pour pouvoir lier la technologie qu'on a aujourd'hui aux besoins de décroissance qu'on a pour pouvoir essayer de sauver la démographie, enfin les gens qu'on a aujourd'hui sur la planète. Je voulais savoir si justement, historiquement parlant, il y a déjà eu à un moment donné cette idée de réduire la production générale, parce qu'on a toujours été dans un accroissement de la production. Est-ce qu'à un moment donné, historiquement, il y a eu justement cette hypothèse de dire il faut vraiment qu'on réduise cette production généralisée à grande échelle pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, réduire, dans les années 70, oui. En tout cas, l'idée
d'économie stationnaire, c'est quelque chose qui est assez ancien. John Stuart Mill, dans les années 1860, expliquait qu'il fallait ne plus croître, en tout cas arriver à un état stationnaire en termes de ressources, en termes des liens sociaux, etc. Il y avait déjà cette idée qu'il faut arrêter de croître. Donc ça, c'est quelque chose qui existait. Après, je ne sais pas si c'est réaliste de diviser par deux le PNB. Je pense que le PNB, on en a beaucoup déjà discuté, mais on sait que c'est quelque chose qui est très biaisé, qui mesure très mal le bien-être. Si par exemple quelqu'un inventait du jour au lendemain un moteur qui utiliserait, je ne sais pas, quelque chose de gratuit, qui arriverait simplement à fonctionner avec de l'air, j'en sais rien, ça réduirait massivement le PNB parce qu'on n'extrairait plus l'essence, on ne pourrait plus le taxer, etc. Donc ça réduirait fondamentalement le PNB. Donc je pense qu'il faut vraiment sortir, à mon avis, de ce débat croissance-décroissance du PNB et penser une fois encore en termes de technique et d'infrastructures matérielles, quoi. Mais je suis d'accord, c'est en partie lié. On ne peut pas non plus imaginer une croissance du PNB. On va prendre une dernière question. Allez-y. Oui, merci. Vous avez fort bien démontré tout à l'heure que le développement de la civilisation d'automobile était en quelque sorte consubstantiel avec l'étalement des villes et donc avec l'emprise sur les terres cultivables, entre autres, hein, et que donc on ne pouvait pas aujourd'hui, effectivement, dans ces conditions-là, vivre sans avoir une, deux, voire peut-être 3 automobiles dans certains cas. Et donc ceci est lié également au fait que on a déconnecté les lieux de vie avec les lieux de production et de travail. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la quantité d'énergie que l'on consomme pour les transports par rapport au total, ça doit être de l'ordre de 30 à 40%. Donc ça veut dire que une des façons sur le moyen long terme de passer à un autre paradigme, à une autre organisation des territoires, c'est de reprendre une organisation qui permettent de développer des cités où on a à la fois remis ensemble les zones de travail, enfin les lieux de travail, les lieux de résidence, les commerces, les services publics et toute cette organisation qui fait que effectivement les gens vivent dans un contexte où ils se sentent appartenir à une communauté de vie. Donc je pense que ce que je dis là, ce n'est pas dire qu'on va continuer à dépenser de l'énergie, additionner les énergies au fur et à mesure que les années passent, mais au contraire, je dis repensons l'aménagement des territoires pour que la consommation d'énergie liée au déplacement soit réduite dans des proportions considérables. Merci. J'ai rien à redire, c'est tout à fait juste. Enfin, c'est comme ça qu'il faudrait commencer à poser le problème de la transition énergétique. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. La discussion, évidemment, peut se continuer de manière informelle après, mais là, on est obligé de clore l'émission. Merci beaucoup pour cette conférence. Bon, je me suis laissé aller, je suis désolé. C'était super, c'est passionnant. Mais il n'y a pas de main qui se souvient. Mais non, mais c'est ça, je faisais que parler. C'est passionnant. J'attendais. Il n'y a pas de problème. En tous les cas, ce que je voulais dire,